Bonjour Martine, merci d'être parmi nous. Bonjour Martine, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Il semblerait donc que les compagnies privées de conseil, par exemple McKinsey ou Big Pharma, se soient substituées à la fois à l'administration et au Parlement. Le parti La République En Marche s'est formé notamment dans le recrutement de ses candidats en dehors des traditions politiques usuelles. Alors d'après toi, vit-on une expérience grandeur nature de nudge, c'est-à-dire d'ingénierie sociale, accompagnée de manipulation psychologique à grande échelle? Merci de m'avoir gardé un sujet aussi sérieux et important. Avant de me lancer, je voulais d'abord saluer toutes les personnes qui sont réunies là, le 18 mai à Saintes. Et ben, je les embrasse tous parce que ça fait depuis très, très, très longtemps que toutes ces personnes suivent le CSI. Faire un tout petit rappel rapide puisque voilà, j'avais fait partie au départ du lancement avec une grande dame, Violaine Guérin. Je pense très souvent à elle, puisqu'elle avait mis sur pied le collectif Laissons les médecins prescrire, et qu'un jour de janvier 2021, nous avons eu le plaisir de faire une conférence de presse avec Louis Fouché, avec son épouse qui était présente, en fait, qui représentait Réinfo Covid. Donc, il y avait Laissons les médecins prescrire et Réinfo. Et on a lancé la coordination santé libre, dont le CSI et l'émanation. Et depuis, voilà, janvier 2021, vous en avez fait quelque chose de remarquable, un repère hebdomadaire fondamental pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, qui a permis d'être un repère dans cette folie complètement dingue de crise sanitaire. Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il y a, bien évidemment, on se rappelle, moi j'étais dans le maelstrom de l'Assemblée nationale et surtout, j'étais, et je ne le regrette pas parce que ça m'a permis de vivre en direct tout ce qui s'est passé, j'étais députée de la majorité. Donc, j'étais à La République En Marche, donc dans le cœur du cyclone et dans le cœur justement de cette ingénierie sociale. Parce que oui, il y a bien des techniques de nudge. Alors, le nudge, c'est une ingénierie sociale, on va dire que je vais qualifier d'un peu douce. C'est un art d'inciter à adopter des comportements particuliers. Mais cette technique-là, elle a existé, je vais y revenir, au sein de l'Assemblée, mais elle a même été mise en place, en fait, dès le départ, au moment du recrutement. On se souvient que le groupe majoritaire en 2017, c'est plus de 300 députés, pour la plupart, comme moi, qui n'avaient jamais fait de politique avant. Donc, les fameuses personnes qui venaient de la société civile. Et ces personnes, pour la plupart, alors je vais commencer par me mettre dans le lot et après m'en extraire, puisque de toute façon, j'ai pris un grand coup de pied et puis ils m'ont mise à la porte, donc tant mieux. Et ça, c'était au moment de la crise Covid. En fait, quand on arrive et qu'on n'a jamais fait de politique, on ne comprend pas forcément tout de suite comment tout cela fonctionne et quels sont les rouages de l'Assemblée. Et surtout, et c'est peut-être ça qui m'a impressionné au début, le rythme. Un rythme complètement incroyable qui est marqué par la succession extrêmement rapide des textes qui arrivent en commission et ensuite dans l'hémicycle. Et je me souviens très bien, et déjà là, je me suis dit, mais c'est très bizarre parce que Macron avait dit, mais on va légiférer, c'est la première fois où on va légiférer, on va dire en douceur, on va ralentir le rythme habituel. Et en fait, ça a été tout le contraire. De 2017 à 2022, il n'y a jamais eu autant de textes qui ont été produits pendant une mandature. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que
bon, je sais pas, j'ai une formation scientifique, hein, médecin, spécialiste. C'est un peu sérieux quand même les études de médecine. Et moi, j'ai toujours été relativement bon élève, hein, donc très appliquée en tout cas. Et j'ai eu le sentiment, brutalement, d'avoir une pression absolument incroyable et de travailler au fond très très mal. Parce que quand on veut avoir une vision très juste d'un texte de loi qu'on nous propose et de comprendre le contexte, il faut bien évidemment, pour alimenter le débat, pour réfléchir, il faut lire beaucoup. Il faut d'abord lire le texte, mais essayer de comprendre le contexte. Je vais vous prendre par exemple un exemple. Il y a eu la prolongation du glyphosate où Macron avait écrit dans son programme qu'il ne serait pas prolongé. Et d'un seul coup, il y a un texte qui arrive en disant on ne peut pas faire autrement, on va prolonger l'utilisation du glyphosate. Bon, alors, sur le coup, bien sûr, on arrive en réunion de groupes politiques. C'était tous les mardis matins. Et à ce moment-là, ce qui était aussi très choquant pour moi, parce que je pensais que les institutions en France fonctionnaient à peu près bien, en fait, il y avait un lien très fort entre le législatif, donc nous qui étions là pour légiférer sur des textes, et l'exécutif, parce qu'à chaque réunion, il y avait au moins un, voire plusieurs ministres qui étaient présents. Donc déjà, une articulation très serrée entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L'exécutif s'invitant en permanence, mais l'invitation n'était pas gratuite. Il y avait là une pression complètement incroyable sur des députés, souvenez-vous, nous étions appelés les godillots, parce qu'en effet, on n'avait pas de recul, on ne savait pas faire de la politique, etc. Mais le sens du mot godillot, c'était, on aurait pu dire les moutons, enfin, etc. C'était parce qu'il n'y avait qu'une seule tête, il n'y avait qu'une seule voix, et ces 300 n'étaient là que pour obéir. Donc il y avait à la fois cette pression du temps, mais cette pression de l'intimidation réelle de l'exécutif sur le législatif. Mais tout ça, bien évidemment, étant fait, on va dire, moi, bon, j'ai pas beaucoup de mérite, je suis psychiatre. Donc, me mettant toujours un tout petit peu à distance de cela, en capacité de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qui se passait, je faisais une mini-analyse comportementale de mes collègues députés et j'étais totalement effrayée par cette incapacité pour eux à remettre en cause la parole, presque la parole du père, parce que quand Édouard Philippe était présent, bon, c'est un grand monsieur qui essayait d'en imposer. Bon, avec moi, il a eu un peu de mal, parce il y a eu quelques bras de fer, mais très, très durs entre nous deux. Mais en fait, il y avait une obéissance aveugle à ce pouvoir, mais ce pouvoir qui n'était pas… En tout cas, moi, j'ai très vite senti qu'il n'y avait rien de naturel dans tout ça et qu'il y avait surtout une machine de guerre qui écrivait ce que j'ai toujours appelé les éléments de langage, c'est-à-dire ce qu'on devait dire, ce qu'on devait penser, ce qu'on devait dire à la presse. Donc, tout ça, tous ces messages très forts, mais ils n'étaient pas créés simplement par les quelques personnes du comité exécutif du parti politique. On sentait bien qu'il y avait une vraie machine de guerre derrière ça, et tu l'as dit très justement quand tu as posé la question. McKinsey, bien évidemment, on sait depuis à quel point ils sont intervenus dans toute la gestion débilitante de la crise Covid, mais toutes ces sociétés-là, j'allais dire aux frais de la princesse, parce que c'est un argent dingue qui a été dépensé, alors qu'en France, on a des hauts fonctionnaires compétents, extrêmement bien formés et qui étaient à même sur tous les sujets de pouvoir éclairer les députés. Mais en fait, cette manipulation, parce que ce n'est pas autre chose que ça, qui avait une forme relativement douce, en fait, dans la réalité, après, sortant de la réunion de groupe politique,
mais dans la réalité de l'hémicycle, devenait quelque chose d'extrêmement violent, parce qu'il y avait des passes presque comme un jeu sur un plateau de théâtre. En fait, un renvoi permanent qui faisait que les quelques députés au début, puis bon, sur la crise Covid, je me suis souvent sentie très seule, étaient vraiment pris en tenaille et seuls face à 15, 20, 100 députés qui n'arrêtent pas de dire que de toute façon, le message que eux passent, c'est eux qui détiennent la vérité, c'est eux qui sont dans la bienveillance du peuple, etc. Donc on est là vraiment là dans l'inversion totale d'une logique, d'une réflexion possible. Les échanges sont interdits puisqu'il y a une vérité d'un côté. Et après, après, on a vu toutes les dérives vers le complotisme, etc., etc. Peut-être dire que s'ils ont réussi à faire tout ça, c'est qu'au fond, les députés avaient été recrutés chez des gens extrêmement incultes et pauvres en matière, non pas de cursus universitaire, parce que ça fait des gens très formatés aussi parfois, mais pauvres en matière de capacité à résister, je crois. Merci beaucoup, Martine, de ce témoignage absolument essentiel sur les rouages internes des partis politiques et de ce parti politique en particulier. Ça va beaucoup nous éclairer et nous aider dans la compréhension de la situation. En tout cas, merci pour m'avoir invité déjà, et puis bonne journée à tous et bon débat, bonne réflexion. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Martine. Merci bien. Rendez-vous sur le site d'Ensemble pour les libertés. Et suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux.